Donc maintenant, on va définir ce que c'est que l'intensité d'un courant électrique. On peut aussi procéder par analogie. Donc là, j'ai dessiné de profil la section d'un câble qui va véhiculer donc le courant électrique. Ça pourrait très bien être aussi la vue de profil du lit d'une rivière, avec ici donc le fond de la rivière, ici la surface libre de l'eau, et ici donc la section traversée par l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand on voit l'eau circuler rapidement dans une rivière? On dit, tiens, il y a du courant. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le courant électrique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des molécules d'eau qui vont se déplacer au travers de la section S pendant une seconde, on va donc définir ce qu'on appelle donc le débit pour l'eau. On va appeler ça l'intensité du courant électrique en ce qui concerne le déplacement des électrons cette fois-ci. Donc le déplacement des charges électriques plus globalement, dans une section S de câble, par unité de temps, donc par seconde, c'est ce qu'on va appeler l'intensité du courant électrique. Alors maintenant qu'on a revu ensemble ce que c'est que l'intensité d'un courant et ce que c'était qu'une tension électrique, on va pouvoir faire aussi des analogies et voir qu'on va pouvoir retrouver les lois de l'électricité très simplement. On va pouvoir commencer par ce qu'on appelle la loi des nœuds. Donc, si je raisonne par analogie avec une rivière qui se sépare en deux, on va avoir ici un certain débit d'eau. Et comme il n'y a pas de molécules d'eau qui disparaissent ou qui apparaissent, toute l'eau qui arrive avec le débit D1 au niveau de ce point de séparation qu'on appellerait un nœud en électricité, va se retrouver soit dans le chemin 2 avec un débit D2, soit dans le chemin 3 avec un débit D3. Donc en ce qui concerne l'eau, on est bien d'accord que la conservation des débits nous dit que le débit qu'on retrouve dans le chemin 1 va se séparer dans le chemin 2 et le chemin 3, et la somme des débits est égale au débit initial. Eh bien, si on remplace le débit par l'intensité du courant électrique mesurée dans la partie 1 du circuit électrique, on va appeler ici la partie 1, la partie 2 et la partie 3. Donc ça devient un nœud en électricité. On a exactement la même loi, c'est-à-dire que I1 égale I2 plus I3. Donc la différence par rapport à l'eau, c'est que les intensités sont des grandeurs algébriques. Elles peuvent être comptées positivement ou négativement. Donc là, il faut faire attention au sens des flèches. Lorsque, par exemple, on va faire la même situation avec un schéma électrique. Donc si vous avez un nœud ici avec cette situation-là en électricité, ici vous allez avoir I1, ici vous allez avoir I2, et ici vous allez avoir I3. Donc on obtient bien ce qui est écrit ici. Maintenant, si je prends un deuxième exemple, où j'ai un courant d'intensité I1 qui est comme ça, un courant d'intensité I2 qui est comme ça, et un courant d'intensité I3 qui est comme ça. Là, on fait bien attention, c'est la somme des courants qui est égale à la somme des courants algébriques arrivant au nœud qui est égale à 0. Donc ici, on aura I1 qui est compté positivement, plus I2 qui est compté positivement, moins I3 qui est égal à 0, puisque le courant est compté négativement puisqu'il part du nœud, alors que les deux autres en arrivent. Donc ce qui fait que ça donne I1 plus I2 égale I3. Vous voyez, donc là, il faut faire attention au sens des flèches par rapport au nœud. Les courants sont comptés positivement lorsqu'ils arrivent au nœud et ils sont comptés négativement lorsqu'ils en repartent. Donc la loi électrique, c'est la somme des courants algébriques est égale à 0 en un nœud. La somme sur I variant de 1 à n des II algébriques égale 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Alors maintenant, on va faire la même analogie pour les tensions. Alors, on va procéder par analogie, puisque pour parler des tensions, on peut procéder par analogie avec les altitudes. Donc là, j'ai dessiné un
un immeuble donc avec un rez-de-chaussée, un premier, un deuxième et un troisième étage. Donc on va pouvoir définir à travers des points A, B, C, D, E des altitudes. Donc là on va pouvoir définir l'altitude par exemple ZA, l'altitude ZB, ZC, ZD et ZE. Alors qu'est-ce qu'on appelle une hauteur? Une hauteur, c'est une différence d'altitude, donc de potentiel d'altitude. Par exemple, la hauteur de l'immeuble, ça sera l'altitude du point E, c'est-à-dire ZE, moins l'altitude du point A, ZA. Comme les altitudes s'expriment en mètres, la hauteur du bâtiment va elle aussi s'exprimer en mètres. Donc une hauteur, c'est bien une différence d'altitude entre deux points. Alors du coup, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que, par exemple, la hauteur du rez-de-chaussée, plus la hauteur du premier étage, plus la hauteur du deuxième étage, plus la hauteur du troisième étage, me donne bien la hauteur totale du bâtiment, c'est-à-dire ce qu'on a appelé H ici. Alors, si on fait une analogie avec l'électricité, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la hauteur mesurée du rez-de-chaussée, c'est quoi? C'est ZB moins ZA, plus le premier ZC moins ZB, plus ZD moins ZC, plus ZE moins ZD. Donc ça, c'est censé être égal à H. Alors, quand on additionne tout ce qui est ici, on voit que ZA, ZB moins ZA, plus ZC moins ZB, plus ZD moins ZC, plus ZE moins ZD, il y a plein de simplifications qui apparaissent. Les ZB s'éliminent, les ZC s'éliminent, les ZD s'éliminent. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste plus que ZE moins ZA. Et ZE moins ZA, c'est bien la valeur de H. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a tout simplement séparé la hauteur globale de l'immeuble en la somme de la hauteur de ses étages. Donc ici, il n'y a rien de bien compliqué à comprendre. Et ce qui va être intéressant de comprendre, c'est l'analogie qu'on va pouvoir faire maintenant avec les tensions. Si je fais l'analogie avec un circuit électrique, donc ici j'ai un générateur de tension qui va alimenter donc un circuit électrique composé de 3 dipôles, D1, D2 et D3. Donc qu'est-ce que c'est qu'une tension? Une tension, ça se note, par exemple la tension délivrée par le générateur, c'est petit e égale U AD. Cette tension s'exprime en volts. Qu'est-ce que c'est qu'une tension? Une tension, c'est une différence de potentiel électrique. Donc c'est le potentiel A, électrique A, donc au point A du circuit, moins le potentiel au point D du circuit électrique. Les potentiels électriques étant eux-mêmes exprimés en volts, une différence de potentiel électrique en volts donne une tension elle-même exprimée en volts. Bien. Alors, on a coutume d'écrire qu'un générateur de tension, c'est constitué d'une borne plus et d'une borne moins. Donc, je vais les dessiner ici, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le plus et le moins lorsqu'on les annote sur un générateur de tension? Ça ne veut pas dire la borne positive ou la borne négative. Ça veut dire que c'est la borne qui possède le potentiel le plus élevé du circuit, et ici, la borne qui possède le potentiel le moins élevé du circuit. Donc, en gros, si on devait faire une analogie avec l'immeuble qui est ici, la borne notée plus ici sera celle qui possède le potentiel électrique le plus élevé, donc ce sera celle-ci. Et la borne avec le signe moins sera celle qui possède le potentiel électrique le plus bas. Donc si je devais faire une analogie avec le schéma qui est juste à côté ici, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir des altitudes, des potentiels d'altitude en mètres, je vais avoir des potentiels électriques exprimés en volts. Donc ici, j'aurai le potentiel le plus élevé du circuit, c'est le potentiel VA, et ici, j'aurai le potentiel VD. Et entre les deux, j'aurai tous les autres potentiels en allant du plus élevé vers le plus faible, c'est-à-dire ici, j'aurai VB,
ici j'aurai VC. Et enfin VB. Alors qu'est-ce qu'on va faire quand on va mesurer la tension aux bornes d'un dipôle? En fait, on va mesurer la différence de potentiel entre ces deux bornes. C'est-à-dire ici, VB moins VA, ça me donnerait la tension UAB égale VA moins VB. Et là, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer, donc on va faire la même chose que ce que j'ai écrit pour les potentiels d'altitude, à savoir que VA moins VD, c'est VA moins VB, plus VB moins VC, plus VC moins VD. D'après ce qu'on a écrit ici, VA moins VB, c'est UAB, plus VB moins VC, UBC, plus UCD. Autrement dit, cette tension-là, la tension UAD, donc je pars d'ici et j'arrive ici, je peux passer par ce chemin-là ou je peux tout simplement faire le tour et additionner les trois tensions. Donc ça veut bien dire que la tension UAD, c'est bien la somme de ces trois-là. Donc c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait ici. La hauteur totale était bien la somme des quatre hauteurs, lorsqu'on partage l'immeuble en 4 étages. La somme des 4 étages me refait bien la somme de l'immeuble. Et bien là ici, la somme des tensions délivrées aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes du générateur. C'est ce qu'on appelle la loi des mailles. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la tension délivrée par le générateur est égale à la somme sur I des UI des récepteurs Donc la tension délivrée par le générateur est égale à la somme des tensions des récepteurs, c'est-à-dire somme sur I de 1 à N des UI récepteurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi des mailles, ou loi d'additivité des tensions. Alors, une autre façon de voir les choses, c'est de dire que ça, c'est ce qui fournit l'énergie, et ça, c'est ce qui va donc l'utiliser, cette énergie. Donc la totalité de l'énergie apportée au circuit électrique va se dispatcher sur l'ensemble des dipôles qui vont donc l'utiliser pour fonctionner. Donc la somme des énergies fournies est égale à la somme des énergies reçues. Ça, c'est valable quand on a plusieurs générateurs dans un circuit électrique, par exemple. Là, on prend l'exemple avec un seul générateur. Donc lui, c'est le gâteau, et eux, ils se partagent le gâteau. Alors une dernière analogie rapide qu'on pourrait faire sur ces deux schémas, c'est que spontanément, quand on fait une tyrolienne entre deux bâtiments, la gravité nous dit que spontanément on va évoluer du point haut vers le point bas. Donc ça, c'est le sens spontané d'évolution d'un objet sur une tyrolienne. En électricité, le sens spontané d'évolution des électrons, c'est d'évoluer vers le point de plus bas potentiel vers le point de plus haut potentiel électrique. Donc si ici on a le point le plus haut potentiel électrique dans le circuit, ici le point le plus bas potentiel électrique, c'est-à-dire A qui est donc un potentiel électrique élevé et D un potentiel électrique le plus faible, les électrons vont spontanément aller du potentiel le plus bas vers le potentiel le plus haut. C'est la raison pour laquelle, au collège, par exemple, quand on écrivait le symbole d'une pile, on disait que les électrons évoluaient spontanément dans ce sens-là et que le courant, qui représente le déplacement des charges positives, se déplace plutôt dans l'autre. Voilà donc un petit rappel de collège
au passage. Alors les appareils de mesure pour ces deux grandeurs physiques, donc ce sont des ampèremètres et des voltmètres. Donc là un petit rappel aussi de collège. L'intensité d'un courant électrique se mesure en ampères à l'aide d'un ampèremètre. Les ampèremètres se branchent en série dans le circuit électrique. Alors, je vais en dessiner un ici, avec le symbole A. Et il y a un sens de branchement, bien évidemment. Donc la règle, elle dit quoi? Que c'est la borne COM qui est branchée le plus près possible de la borne moins du générateur. Donc après, est-ce que c'est important de mettre un ampèremètre ici, là, là ou là? La réponse est non, puisque l'intensité du courant électrique est la même dans toute la branche du circuit. Donc il n'y a pas d'emplacement privilégié pour disposer d'un ampèremètre à l'intérieur d'une maille. Alors peut-être aussi définir ce que c'est qu'une maille. Une maille, c'est une boucle fermée dans un circuit électrique. Donc l'intensité du courant dans une maille fermée, donc une boucle fermée, n'a pas de lieu privilégié. Par contre, le voltmètre, lui, il sert à mesurer donc une tension, c'est-à-dire une différence de potentiel entre deux points d'un circuit électrique. Donc, inévitablement, ce voltmètre, on va le brancher en deux points du circuit électrique. Et par définition, si on branche en deux points, on va donc le mettre en dérivation. Symbole V. Là, la règle est la même. La borne COM du voltmètre, la borne commune, va se brancher le plus près possible de la borne moins du générateur. Donc, ici. Et si vous avez compris que si cette borne-là et cette borne-là étaient reliées l'une à l'autre par un fil, du point de vue des potentiels électriques, aux bornes d'un fil, la différence de potentiel est égale à 0. Donc ça, c'est très important de le savoir. La différence de potentiel aux bornes d'un fil électrique est égale à 0. Donc ce point-là, c'est ce point-là. Et comme ce point-là et ce point-là sont reliés à un fil, donc la borne COM du voltmètre est directement branchée sur la borne moins du générateur. Donc ça, c'est la borne COM, ça, c'est la borne COM, et la borne COM est directement branchée à la borne moins du générateur. Donc tout va bien. Alors ici, j'ai mesuré à l'aide du voltmètre la tension aux bornes 2D3. Donc j'ai mesuré cette tension-là. Et cette tension-là, c'est la tension UCD. Donc je prends le voltmètre, je le branche aux bornes du dipôle. La borne COM est proche de la borne moins du générateur. La borne V est ici. Je mesure la tension aux bornes de ce dipôle. Je peux retirer le voltmètre du circuit électrique. Il est indépendant du circuit électrique. Et je peux le brancher, par exemple, ici, aux bornes de D2. Et je mesurerai UBC. La borne COM serait la plus proche de la borne moins du générateur. Elle serait ici. Et pour mesurer la tension UAB, je mettrai donc le voltmètre ici. Et la borne COM le plus proche possible de la borne moins du générateur. Je mesurerai UAB. Donc vous voyez, on peut déplacer un voltmètre dans le circuit électrique. Il est indépendant du montage, alors que l'ampèremètre, lui, il fait partie du circuit électrique lorsqu'il est branché donc, dans le circuit électrique. Si on enlève l'ampèremètre, on ouvre le circuit électrique et le courant ne circule plus. Donc, en résumé, un ampèremètre se branche en série dans un circuit électrique, un voltmètre se branche aux bornes d'un dipôle en dérivation. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que la convention générateur et la convention récepteur? Donc tout simplement, donc, vous avez un générateur de tension qui délivre E volts. Donc le générateur de tension impose le sens de déplacement du courant électrique. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en convention générateur, donc le générateur imposant le sens de parcours du courant électrique dans le circuit électrique, sa flèche tension va dans le même sens que le sens de parcours du courant électrique dans le circuit. Donc si je dessinais la flèche tension correspondant au générateur U et I sont dans le même sens.
Si maintenant je dessine la même chose du point de vue d'un récepteur, donc le dipôle D2 par exemple, eh bien si le dipôle D2 est traversé par un courant d'intensité petit i qui va donc dans ce sens-là, en convention récepteur, la tension à ces bornes, on va prendre deux bornes A et B, donc la tension UAB à ces bornes se note de cette façon, et on voit bien que le sens de la flèche tension est le sens opposé au déplacement de petit i. Donc ici, donc je vais mettre une minuscule parce que j'ai pris une minuscule pour i, et là aussi. Donc je vous rappelle les conventions d'écriture au passage, que les minuscules sont associées à des régimes variables, des grandeurs qui varient au cours du temps, alors que les majuscules sont associées à des constantes. Alors, dans un circuit électrique, quand est-ce qu'on impose une convention générateur ou une convention récepteur? L'usage, c'est d'appliquer la convention générateur au générateur. Donc là, la tension petit u délivrée par le générateur. Je vais dessiner 4 points dans le circuit A, B, C et D. Et on va appliquer la convention récepteur au dipôle récepteur. Donc ici la tension UAB, ici la tension UBC. Alors on peut redessiner I dans chacune des parties du circuit pour bien vérifier qu'ici on est en convention récepteur. U et I sont dans des sens opposés. Et ici la tension UCD, où à nouveau la convention récepteur est adoptée, U et I sont dans des sens opposés. Donc en résumé, voilà, la convention générateur on l'applique au générateur et la convention récepteur on l'applique au récepteur.